Pour y retrouver Ibrahima Kane qui est sur place. Ibrahima Kane, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors, Ibrahima Kane, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces négociations qui se déroulent entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement? La rencontre vient de se terminer. C'était une rencontre entre gouvernement et syndicats d'enseignants. Eh bien, cette rencontre n'aura pas permis d'arrondir les angles entre les parties prenantes. Après 3 tours d'horloge, c'est toujours le statu quo sur la question relative à l'alignement de l'indemnité de logement. Le principal point d'achoppement de ces négociations, d'ailleurs, il faut le souligner, le QCM se dit intransigeant sur cette question et accuse le gouvernement de verser dans l'immobilisme sur ce point. Pour le QCM, le gouvernement s'est inscrit dans une dynamique de confrontation avec les syndicats d'enseignants et cela ne participe pas à l'apaisement de l'espace scolaire. Selon Mamadou Ndoye, le secrétaire général du QCM, le grand cadre, pour sa part, s'est montré beaucoup plus flexible tout en se gardant de donner pour le moment sa position sur ces négociations. Il demande au gouvernement de poursuivre les discussions. Mamadou Lamine Dianté, face à la presse, a déclaré que le grand cadre va consulter sa base avant de dévoiler sa position jeudi à l'issue d'un point de presse. Le gouvernement, en ce qui le concerne, on ne peut plus. Le gouvernement, dit-il, pour sa part, a déclaré qu'on ne peut pas exiger une chose et l'avoir tout de suite. Ces mots sont du ministre de la fonction publique. Le gouvernement en appelle d'ailleurs à la responsabilité des enseignants pour l'intérêt des élèves, selon toujours le ministre. Le gouvernement s'est montré dans de très bonnes dispositions pour l'intérêt de l'école sénégalaise. En conclusion, Cheikh Tidiane Diawo, nous pouvons retenir que le dialogue de sourds persiste entre le gouvernement et syndicats d'enseignants. Merci Ibrahima Kane. Certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous parlons éducation, toujours l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, également pas épargné par la crise. Le professeur Babacar Diop-Leya propose une planification efficiente des revendications par l'État. L'ancien médiateur de l'UCAD souhaite transparence et générosité de la part de l'État tout en appelant les deux parties à tenir un dialogue sincère. Écoutons le professeur Babacar Diop. Ses propos sont recueillis par Mame Birame Diouf et Thierno Laurent Mendy. De dire aux gens que je n'ai pas les moyens. Il suffit de dire aux gens comment on utilise les moyens de manière globale. Il faut donner des informations sur tout. La conduite de l'État, c'est ça qui est... Mais c'est ça qui est le plus important. C'est de ça qui doit donner le bon exemple. Les autres, les syndicalistes, doivent également être, comme on le dit, raisonnables. Mais il faut que l'État puisse montrer le tempo. Il faut que l'État puisse donner un bon exemple. En matière d'information, en matière aussi de générosité. Il ne faut pas attendre aussi que les enseignants apprennent que des greffiers ou des secrétaires de tel ou tel secteur ont des augmentations. Ça crée un malaise. Donc, il faut qu'il y ait la transparence, il faut qu'il y ait la générosité et il faut le respect aussi. Je crois que si c'est fait, planifier aussi, parce que si on planifie, je pense qu'il y aura moins de problèmes. Communiquer, informer et mobiliser tous les acteurs concernés par la réforme de l'enseignement supérieur, c'est l'objectif du programme de partage entrepris par la COSIDEP. L'objectif est de diffuser, Léa, le plus largement possible tous les aspects de cette réforme. Une nécessité pour une bonne réussite de la réforme selon Marie Tounian. Le point avec Dissa Prera et Adama Gueye. La COSIDEP, le but est de vulgariser le plus largement possible la réforme universitaire engagée par l'État. Une façon de permettre à tous les Sénégalais d'avoir la bonne information et de se faire sa propre idée. Le système étant un système national, l'enseignement supérieur, comme les autres sous-secteurs concerne l'ensemble de la communauté, ce qui s'y passe en termes de réformes et de changements attendus doit être porté à la connaissance de la communauté. L'objectif qui est recherché, c'est d'abord et tout simplement faire en sorte que l'information soit développée au fin fond du pays auprès des communautés. Faire en sorte que l'organisation de conférences publiques ou d'espaces militants de concertation puisse permettre aux acteurs d'une part de comprendre, mais d'autre part, après avoir compris qu'ils puissent se faire une idée de la pertinence de ce qui est en train d'être fait, mais également de se faire un point de vue. Un déficit dans la communication par rapport à cette réforme universitaire. La tutelle estime qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce sens. Nous recevons de plus en plus, surtout de la part des étudiantes et des étudiants, des réflexions du type « Nous n'avions pas bien compris la réforme. La réforme est bonne, il faut la faire. » Et je pense que c'est très positif, mais il nous faut progresser. On a encore beaucoup à faire dans le partage
dans l'appropriation et dans la continuité de donner les informations, de donner à chaque acteur ce qui lui permet de se sentir concerné. Le programme de partage de la réforme de l'enseignement supérieur va saisir tous les acteurs concernés par l'université. Des séances de sensibilisation et d'information seront organisées sur l'étendue du territoire national. Dans l'actualité de ce mardi, également la grève du SUTSAS à Fann et à Abbas-Ndao. Les consultations et analyses se sont passées normalement, cher Tidiane. Aucune perturbation notée au grand bonheur des patients qui soutiennent que le secteur de la santé doit être épargné de ces mouvements d'humeur. Un reportage signé à Maïmouna Ndiaye et Maria. Hôpital Fann, visiteurs et personnels de santé défilent, des va-et-vient incessants. Certains patients attendent leur tour pour répondre à l'appel du médecin. D'autres ont terminé leur consultation. La grève du syndicat unitaire des travailleurs de la santé et de l'action sociale ne se fait pas sentir dans cette structure. Le service fonctionne normalement, même si dans quelques services, les plans opératoires ont été différés. Au niveau de la structure thoracique et de l'ORL. Bon, mis à part cela, tous les autres services fonctionnent normalement. Nous n'avons aucun problème ce matin. Le service neurologique nous a accueillis et nous a orientés. Cette patiente, déjà informée de la grève, mais n'a pas manqué son rendez-vous. Je suis venue pour un rendez-vous avec le docteur à la pneumologie. Mais c'est dans le cadre que j'ai entendu il y a grève. Je suis venue, j'ai vu le médecin, il m'a consulté. À Abbas-Ndao, même décor, les consultations en cours. J'ai vu le médecin, il m'a d'ailleurs consulté. Je dois présenter le résultat de mes analyses à mon médecin. Là, j'attends mon tour. Un constat général, la grève d'avertissement du SUTSAS pas totalement suivie. Les patients s'en félicitent. Normalement, la santé ne doit pas faire de grève. Parce que chaque jour, il y a les malades qui doivent se soigner. Maïmouna Ndiaye, merci à Ziguinchor. Par contre, le mot d'ordre de grève du SUTSAS a été bien respecté. Hier déjà, l'Union régionale du SUTSAS avait été dans la rue pour mieux se faire entendre. Écoutons à ce propos Ousmane Baye, le secrétaire général de l'Union régionale du SUTSAS. Ces propos sont recueillis par notre correspondant Boubacar Diassi. Pourquoi cette marche? Mais c'est en guise de protestation en face du gouvernement par rapport à sa non-observance de la totalité de sa signature sur le protocole d'accord de février 2014. Un certain nombre de choses ont été réalisées, mais des questions essentielles liées par exemple au statut du personnel des établissements publics de santé, tels que l'hôpital de la Paix, l'hôpital régional. Il y a le problème lié à la carte d'égalité des chances. Nous pensons qu'il n'est que trop temps pour que cette conclusion-là, qui offre un certain nombre d'avantages aux personnes vivant avec des handicaps, puisse être effectif et que ces populations-là soient réellement des Sénégalais à part entière et non pas des Sénégalais un peu mis en marge. Et suite à ce mouvement de grève, la réaction du gouvernement ne s'est pas faite attendre. Le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé annonce que le décret pour le personnel des établissements de santé sera signé au plus tard la semaine prochaine par le président de la République. D'autres points de revendication seront également satisfaits comme les heures supplémentaires et le recrutement des agents de santé communautaire. Les explications de Galoba au micro de Chérif Dia et Youssou Baro. Il est vrai qu'il y a 4 ou 5 points qui n'ont pas été encore satisfaits et pour lesquels le SUTSAS exige en fait leur application. Il s'agit notamment de la signature du décret sur les personnels des EPS, des hôpitaux. C'est un décret qui a été conçu depuis longtemps et récemment on a fait une réunion en comité technique avec la primature, la fonction publique, le ministère des Finances et nous sommes parvenus à s'accorder sur le texte que nous allons soumettre au plus tard demain ou prochainement en Conseil des ministres pour voir le texte signé par M. le Président de la République. Les ASC également doivent être recrutés au niveau des collectivités locales dans le cadre de la mise en œuvre de l'acte 3 sur la décentralisation. Je pense qu'au plus tard la semaine prochaine, la caisse d'avance sera mise en place
pour permettre ainsi, disons, la prise en charge des heures supplémentaires effectuées par les personnels de santé qui viendraient en supplément de l'application du décret sur les heures supplémentaires. Nous parlons de cette gestion liée à la crise, donc à la crise liée à l'immigration clandestine avec les autorités sénégalaises qui maintiendraient le flou. C'est du moins l'avis de Moussa Mbaye, secrétaire exécutif du réseau international ENDA Tiers-Monde. Pour ce dernier, la mise sur pied d'une cellule de crise, une initiative qui arrive tardivement. Selon lui, les autorités sénégalaises devaient se rendre sur place pour y voir plus clair. Aminata Mbaresso et Mardien. Plus de 200 Sénégalais auraient péri au large de la Méditerranée. Les chiffres émanent du directeur des Sénégalais de l'extérieur, Sori Kaba. Un bilan provisoire véhiculé ça et là 10 jours après le naufrage. Moussa Mbaye, secrétaire exécutif du réseau international ENDA Tiers-Monde, s'offusque de la gestion de cette tragédie par les autorités sénégalaises. Non, on n'a que les chiffres malheureusement que publie la presse. Et c'est encore un des points où nous sommes défaillants, c'est-à-dire nos États ne peuvent pas nous dire combien de nos concitoyens sont concernés. Retard dans le décompte des victimes sénégalaises, lenteur dans la mise en place d'une cellule de crise, autant de faits qui ne rassurent guère notre interlocuteur. Parce qu'on n'a pas été présent là-bas. Quand cela s'est passé, on aurait dû mobiliser nos forces pour être présents là-bas, pour apprécier et maîtriser la situation pour pouvoir agir. Ce que vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas agir là-dessus. Donc on va attendre chaque jour que des rescapés nous informent. Donc tout ça, c'est aussi un autre naufrage. Il ajoute également que dans des tragédies du genre, tout un dispositif de communication est nécessaire. Ce qu'il faudrait, c'est justement donner la bonne information aux citoyens. On ne sait pas actuellement où on en est, mais surtout il faut accompagner les familles de ces victimes-là. Une meilleure prise en charge de l'emploi des jeunes, un palliatif à l'immigration clandestine. Autre solution, une véritable politique migratoire définie entre les États africains et ceux européens. Et la Fédération des Sénégalais de l'extérieur du PDS, irritée selon elle par le laxisme dont fait preuve l'État dans l'affaire des Sénégalais morts en Méditerranée. Ces situations résultent selon ces libéraux de l'échec de la politique du gouvernement. Ils dénoncent également la gestion du ministère des Affaires étrangères et le secrétariat des Sénégalais de l'extérieur dans cette histoire. Le point avec Fatou Bintou Conté et Ababakar Kamara. Les échecs des politiques, c'est le qualificatif que la Fédération des Sénégalais de l'extérieur du Parti démocratique sénégalais assimile au phénomène migratoire. Un fléau qui a vu ces derniers jours beaucoup de Sénégalais périr en mer. La migration a été facilitée par des échecs politiques. Ça, il faut que nous, Africains, que nous prenions nos responsabilités. Dans cet échec politique et économique, nous avons des responsabilités. Ces Sénégalais vivant en hexagone s'indignent de la mauvaise communication faite par l'État sur ces victimes de la mer. Le secrétaire d'État, pour ne pas le nommer, Souleymane Jules Diop, disait, ou lui-même, Sori Kaba, disait qu'il n'était pas au courant de Sénégalais qui faisaient partie du naufrage. Je dis, pour nous qui avons vécu la migration, c'est scandaleux. Puis, il fustige cette incohérence institutionnelle autour des immigrés notée depuis l'avènement de Macky Sall. Dire que d'abord, un directeur des Sénégalais de l'extérieur, un secrétaire d'État et un ministère des Affaires étrangères, il n'y a aucune cohérence institutionnelle. Ça fait désordre. Et ils nous ont habitués à des critiques. Ces Sénégalais de l'extérieur, issus des rangs du Parti démocratique sénégalais, exigent de l'État l'arrêt de la régression institutionnelle de la gestion migratoire par la restauration d'un ministère des Sénégalais de l'extérieur. Nous parlons à présent de la sécurité dans les entreprises. Le constat est qu'il est souvent relégué au second plan. La prévention des risques est pourtant fondamentale dans un service. Dans de nombreux établissements publics visités par nos reporters, impossible d'obtenir la moindre réaction du personnel. Seule une entreprise publique a accepté d'ouvrir ses portes à Maïmouna Ndiaye et à Mohamed Dien. Regardez ce reportage. Un tour en ville, une question unique. Les entreprises respectent-elles les normes de sécurité? Aucune réponse pendant des heures. Dans cette agence, le vigile prévient d'abord son patron. Il retourne et nous sert un bout de papier. Prenez rendez-vous, dit-il.
Personne. Non, merci beaucoup. Après le privé, nous voilà dans un établissement public. Extincteurs, caméras de surveillance, rampes pour les handicapés, les normes de sécurité, une obligation. On est dans un bâtiment très vétuste. Bon, qu'est-ce que nous avons adopté comme dispositif sécuritaire quand nous sommes arrivés? La première chose, c'était la lutte anti-incendie. Donc nous avons mis un peu partout des extincteurs, vous pouvez les filmer, on en a un peu partout. Ça c'est de un. De deux aussi, puisque nous recevons le public, nous sommes une institution, nous avons grandement ouvert les portes. Donc nous avons des portes devant, nous en avons derrière aussi pour évacuation du public. Troisièmement, nous recevons aussi des personnes à mobilité réduite. Donc comme vous voyez devant, nous avons mis, quand nous sommes arrivés, qui n'existait pas, nous avons mis une rampe pour que les handicapés, les personnes à mobilité réduite puissent accéder au bâtiment. La sécurité, un point essentiel dans le monde du travail. Actuellement, des systèmes d'alerte fumée et de SMS sont projetés dans certaines entreprises, une manière pour elles de renforcer la vigilance. Les pays membres du Comité permanent pour l'information et les affaires culturelles disent non à l'islamophobie. Ils appellent les médias à faire preuve de beaucoup plus de responsabilité dans la diffusion d'informations concernant l'islam. C'était à l'occasion de la 10e session du COMIAC. Fatima Ba, Thierno Laurent Mendy. lu ëpp juróom fukki réew teew fii ci Ndakaaru ngir fukkeelu session bu COMIAC ren ji nag ñu amal ko ci contexte bi nga xamante ne terrorisme mi ngi lëmbee ci yenn réew yi ñenn ñi di ci tilimal sax deru l'islam ñu ne loolu dafa doy. Nous parlons à présent de lutte contre les formes de traitement inhumain. Le Sénégal a effectué un grand pas à 5 ans après le vote de la loi déclarant la traite des Noirs et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Des progrès que le professeur Abdoulaye Elimane Kane a souligné hier à l'occasion de la journée nationale de commémoration des résistances pour l'abolition de la traite des Noirs et de l'esclavage. Pour ce dernier, refuser l'oubli et interpeller la mémoire collective des armes contre la servitude et le terrorisme. Mame Biram Diouf et Thierno Laurent Mendy. La lutte contre la traite des Noirs et de l'esclavage est un long combat et les traités internationaux et conventions qui visent son éradication font leur effet. L'ancien ministre Abdoulaye Elimane Kane relève des avancées après le vote de la loi déclarant la traite des Noirs et l'esclavage crime contre l'humanité. Depuis qu'elle a été votée, évidemment, peut-être que les circonstances n'ont pas permis d'aller plus loin, mais cette première édition, c'est une manière donc de rappeler que l'État sénégalais a joué pleinement son rôle dans ce domaine. Une lutte à renforcer parce que les formes de traitement inhumain se manifestent encore et sous divers angles. Il y a des formes d'asservissement qu'on rencontre à la fois dans nos pays et sur le plan international dans d'autres pays, par rapport aux enfants, par rapport aux femmes, par rapport à des catégories professionnelles. Les conséquences sont multiples. Les événements malheureux qui se sont passés en Afrique du Sud ces derniers temps montrent bien que des formes d'aveuglement qui les font oublier la solidarité. Pour que nous puissions éviter que nos enfants n'aillent s'enrôler dans les bandes terroristes, il est important que nous puissions leur raconter qui ils sont. Et sur certaines pratiques et démarches agressives qui peuvent défigurer nos sociétés, le professeur Bouba Diop décidait. Les telenovelas ou d'autres gadgets peuvent être effectivement des productions qui non seulement désaliènent la jeunesse, mais ça peut être des productions également qui, sur le plan économique, grèvent le budget. Pour s'affirmer, refuser l'oubli en se souvenant du combat de grandes figures comme Cheikh Anta Diop et Kwame Nkrumah, un combat à mener. Il s'agit de lutter contre la traite des Noirs et l'esclavage. Voilà la page des sports à présent avec ce match nul entre Djambar et Nyari Tali. C'était le choc de la 17e journée hier. Donc nous allons écouter les deux entraîneurs, Lamine Dian de Nyari Tali, donc qui ne crache pas sur ce point du match nul. L'entraîneur de Djambar, Boubacar Gadiaga, satisfait de la prestation de son équipe, même s'il regrette l'inefficacité de ses attaquants. Je vous propose de suivre les extraits de ces deux entraîneurs. Au
micro de Pape Faraning et Aïssata Diatta. On fait des bons matchs parce que depuis quelques temps, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui le premier mi-temps a été d'une grande facture. On a fait des efforts, on a regardé le ballon, on s'est créé des occasions, des décalages. Malheureusement, il a manqué le dernier geste, mais bon, ça fait partie du jeu. Je pense que ce qui était bien, c'est qu'il y avait du monde, il y avait du spectacle. Malheureusement, il n'y a pas de but. Donc... Le premier problème a été résolu, quelque part résolu, quelque part avec une équipe beaucoup plus engagée, beaucoup plus déterminée à ne laisser aucun espace, à garder ses buts inviolés. Mais de l'autre côté aussi, au niveau offensif, l'absence de certains nous pèse encore. Nous pèse encore sur le jeu de l'équipe parce que si vous regardez point de vue comptable, au niveau des opportunités de scorer, il n'y en a pas eu beaucoup. Le dossier du jour à présent, il s'intéresse au litige qui oppose DP World au groupe Futur Média, un contentieux qui continue de faire des vagues, cher Tidiane. Le directeur général adjoint du groupe Futur Média, c'est une énorme perte donc subie vu les espoirs d'emploi que l'entreprise donc avait suscité via ce projet. C'est un dossier donc signé Salimata Aoussek et Youssou Baro. Le litige qui oppose Dubai Port World au groupe Futur Média continue de faire des vagues dans la presse. Le directeur général adjoint apporte des précisions. C'est à la suite d'un investissement de 12 milliards que nous avons reçu de Afrexim Bank qui nous a permis d'acquérir une imprimerie de dernière génération, ce qui va nous permettre de diversifier notre activité au niveau du groupe Futur Média. À Dubai Port World, l'accès est interdit. Il est impossible de glaner des informations sur ce dossier. Il faut l'autorisation du port. Port. Directeur port, direction. Service accès. Vous autorisez, après vous passez par le commandant de Dubai. Un préjudice énorme causé surtout du côté de l'emploi des jeunes. Le préjudice subi est énorme. Croyez-moi, il est très lourd parce que nous devions commencer notre activité depuis plus de 9 mois maintenant. Et comme vous le savez, les banques n'attendent pas. Nous avons eu à payer des intérêts. Mais le volet le plus lourd, c'est surtout les emplois. Parce que, comme vous le savez, c'est une activité qui demande beaucoup de formation. C'est des machines très sophistiquées, électroniques. Donc, dès l'obtention du prêt, nous avons embauché des gens. Par rapport à l'assurance, je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. Je pense que le débat, il est autre part. Le débat ne se situe pas au niveau de l'assurance. Selon l'économiste Maïssa Babou, cette entreprise pourrait contribuer au développement du pays. Une affaire qu'il faudra régler au plus vite parce que tout de même, plus de 1000 emplois sont derrière. Tout de même, il y a plus de 5 milliards d'investissements peut-être derrière. Ce qui fait que quand même, c'est une situation que l'État du Sénégal doit régler. Par conséquent, tout investissement qui vient booster le tissu économique d'un pays est salutaire. Pour le directeur général adjoint, le groupe Futur Média est une entreprise professionnelle qui privilégie toujours le dialogue. Je préfère un mauvais arrangement qu'un bon procès. Voilà, c'est la fin de ce journal. Léa, merci et à demain. Merci à toi, cher Tidiane. Voilà donc la parole à la permanence avec Chérif qui est déjà en place. Chérif, le Barça joue aujourd'hui? Non. Si. Ah ouais? Si.